Il existe une chose pour laquelle des millions de personnes acceptent de mourir, sans jamais avoir pris le temps de la définir clairement. Cette chose, ce n'est ni une religion, ni une idéologie, ni même un territoire. C'est la nation. La plupart d'entre nous pensent ne pas être nationalistes. Et pourtant, très peu sont capables d'imaginer qu'il puisse exister d'autres manières de faire société que celle de la nation dans laquelle ils sont nés. Si la nation n'est ni sacrée, ni immuable, ni naturelle, alors pourquoi la traitons-nous comme si elle l'était ? Dans cet épisode, je ne vais pas te demander d'aimer ou de détester ta nation, mais repositionner ce concept pour ce qu'il est réellement, un moyen au service d'une fin. Nous redéfinirons ensemble ce qui constitue l'essence même d'une nation, afin de pouvoir éclairer le futur chemin de nouvelles nations en devenir. Car c'est souvent au moment où l'on cesse de questionner un concept qu'il commence à se transformer en dogme. Bienvenue dans le premier épisode de notre mini-série consacrée au thème de la nation. Le nationalisme, c'est-à-dire le plébiscite exacerbé de la nation, est une idéologie qui, à notre époque, est bien installée dans toutes les têtes qui peuplent les patries ancestrales. Il n'est pas nécessaire de souscrire une adhésion au parti qui affiche des idées estampillées nationalistes pour verser soi-même dans un nationalisme farouche. En effet, à compter du moment où l'on se trouve dans l'incapacité de reconnaître qu'il peut exister des formes d'associations humaines alternatives à notre nation d'appartenance, y compris sur notre propre sol, alors on est déjà dans le culte de notre nation. Le nationalisme ne se traduit pas uniquement, en effet, par le rejet des personnes ne partageant pas un patrimoine similaire au nôtre. Il se matérialise aussi par le refus de voir certains de nos semblables former des communautés distinctes de notre pays historique. Pourtant, quelle bonne raison, en parfait alignement avec les fondements moraux de l'univers, pourrait justifier le fait que l'on veuille maîtriser, voire dominer, le comportement de notre prochain dans sa quête d'émancipation vertueuse. Quel motif honnête pourrions-nous opposer à la recherche d'alternatives non violentes au nationalisme ambiant ? C'est bien parce que seule une infime partie de la population est prête à envisager l'apparition de nouvelles nations jamais connues auparavant, que nous sommes forcés de constater que le nationalisme est une idéologie vivace et beaucoup plus répandue que ce que nous sommes enclins à reconnaître par habitude, ou, devrais-je dire, du fait du conditionnement dont nous faisons l'objet. D'une façon similaire à la dévotion religieuse, au corporatisme de profession ou d'entreprise, ainsi qu'au fanatisme sportif, le nationalisme a ceci de particulier qu'il exalte à notre époque
tellement de passion que ses plus fervents défenseurs semblent en oublier le substrat originel, c'est-à-dire les caractéristiques minimales sans lesquelles il ne serait plus possible de parler de nation. Après des années d'adoration de leur divinité, de leur club, de leur firme ou de leur patrie, ces partisans n'ont plus la mémoire des motifs qui ont poussé leur créateur à émettre une proposition devenue objet de culte. C'est ainsi que les plus pieux peuvent se transformer en guerriers, négligeant par la même occasion les fondements moraux des dogmes qu'ils récitent quotidiennement. Les plus fervents supporters d'une équipe sportive, quant à eux, n'hésiteront pas à manifester une animosité plus qu'ostensible envers leurs adversaires, oubliant de cette façon les bienfaits initiaux de l'activité physique qu'ils affectionnent. Enfin, les nationalistes défendront farouchement leur singularité, ainsi que leurs frontières, quitte à refuser d'aider leurs prochains s'ils ne partagent pas le même patrimoine qu'eux. Dans tous ces cas de figure, l'adoration a pris le pas sur les règles morales universelles. On préfère exalter son identité plutôt que de se montrer bon. C'est ainsi que le nationalisme apparaît être un problème pour ceux qui considèrent que la recherche du bien est une finalité et que la nation n'est qu'un des multiples moyens pour y parvenir. Certains seront sans doute tentés d'opposer à cette réflexion l'argument de sacralité de la nation. Celle-ci serait si ancestrale que l'on ne peut pas questionner leurs principes. Leur construction serait si ancienne, si ancrée dans l'histoire connue, si dépendante de facteurs divers et insaisissables, qu'elle ne pourrait qu'être le fruit de la providence. Face à de tels arguments, il est nécessaire de dépassionner le débat, c'est-à-dire de mettre de côté nos émotions afin d'analyser la proposition avec rationalité. Il faut d'abord souligner que, conformément à sa définition, on ne peut qualifier une chose sacrée que si celle-ci appelle un respect absolu. Or, on ne peut, avec légitimité, respecter que ce qui est bon. Car respecter ce qui cause du tort, ce serait, à bien y réfléchir, trouver quelque vertu dans ce qui est mauvais. Ce paradoxe serait évidemment irrecevable pour qui considère le bien comme la finalité de la vie. Si donc les nations, leur existence et l'adoration que certains projettent sur elles s'avèrent néfastes pour leurs membres ou pour tout être extérieur à elles, alors elles ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque sacralisation. Si celle-ci n'œuvre pas dans le sens d'assurer la conservation et l'épanouissement de tous, dans ce cas, elles n'agissent pas de façon vertueuse et ne sont en conséquence pas dignes d'un respect indéfectible et ne peuvent pas être sacrées. Or, nous savons très bien que les nations,
étant des créations humaines, sont par nature imparfaites et qu'elles ne peuvent pas être, en tout lieu et en tout temps, l'expression de ce qui est bon. Si le nationalisme a, ne serait-ce qu'une seule fois, entraîné la mort d'un individu par le truchement des guerres ou l'abandon de son prochain par celui des frontières, alors la nation ne peut pas être considérée comme un concept sacré. En plus de ne pas pouvoir prétendre au respect inconditionnel des sages, la nation ne peut pas être raisonnablement comprise comme le fruit d'une construction identitaire progressive voulue par le hasard ou par la providence. En effet, l'essence d'une nation ne se situe pas dans des caractéristiques territoriales et des traits culturels qui par nature sont passagers. Ce fait est en général très contre-intuitif pour quantité de personnes prises au piège dans le jeu des manipulations totalitaires. Car pour perdurer, un régime toxique a tout intérêt à ce que ses vassaux perçoivent la structure qui lui offre les clés de la souveraineté comme immémoriale, sacrée et bâtie par prédestination. En effet, s'ils réalisaient que la nation est d'abord le fruit de leur volonté, avant de se matérialiser par des particularités sur lesquelles leur pouvoir est faible, les frontières, les traits identitaires, etc. Les sujets deviendraient des citoyens libres, c'est-à-dire des individus jouissant du droit de modeler la nation à leur image. Personne n'oserait reconsidérer ce qui émane de la Providence, alors que, à l'opposé, on accepterait plus facilement de questionner les créations humaines. Or, tout fonctionne comme si l'on estimait de nos jours que seul le destin tout-puissant détermine les propriétés de la nation, avec pour conséquence la mise sous cloche des désirs du peuple, qui se retrouve pieds et poings liés au modèle qui lui est imposé, sans perspective d'amélioration des conditions de vie. Tous les sophistes qui forment aujourd'hui la classe politique contribuent à entretenir la vision erronée selon laquelle l'essence de notre nation se situe dans nos frontières, notre langue, notre religion, notre ethnie, notre culture, notre héritage dynastique, nos origines. Comme l'analysait brillamment Ernest Renan en son temps, l'acception minimale du concept de nation s'éclaircit davantage à l'aide d'un examen philosophique que d'un constat historique. Je le cite. « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu in divis. En effet,
La nation ne peut pas naître du fait même des traits culturels et identitaires qu'elle acquérera une fois qu'elle sera venue au monde. Définir une nation par ses frontières, par sa langue ou par toute autre caractéristique éphémère serait tout aussi irrationnel que de réduire l'essence d'un être humain à sa personnalité par principe mouvante qu'il développera tout au long de sa vie. Il serait ridicule de tenter de cerner l'être de Pierre, Paul ou Jacques à partir de critères aussi changeants que le poids, la taille, le niveau de pilosité, etc. Tout ceci est amené à évoluer au cours de leur vie. Eh bien, il en va de même pour les nations. On ne dit pas l'essence de la nation française, c'est la photographie des frontières prise en 2026, car ce serait perdre le souvenir qu'il fut un temps pas si lointain où Nice était à l'Italie, Bordeaux à la Grande-Bretagne et l'Alsace à l'Allemagne. De même, on ne déclare pas l'essence de la nation française, c'est la langue française employée en 2026, puisque ce serait omettre qu'il existe ou qu'il a existé des nationaux français utilisant le basque, le breton, le catalan, le corse, le flamand occidental, l'alsacien, le francisque mosellan, le franco-provençal, la langue d'oïl, la langue d'oc, le parler ligurien, le créole guadeloupéen, le guyanais martiniquais, le réunionnais, le mahorais, le malgache de Mayotte, le tahitien, etc. On peut aimer tel individu ou telle patrie du fait de ses singularités passagères. Cependant, on ne peut pas oublier que l'essence d'un être vivant est la conscience et que celle de la nation est une volonté collective de vivre ensemble selon les termes du contrat social. Cette définition éclaire ce qui devrait être perçu comme l'étymologie vertueuse du mot nation, qui vient du latin natio, qui dérive du verbe nascere, qui signifie naître. Celle-ci devrait surtout et avant tout être comprise comme la venue au monde d'un désir de s'entraider au quotidien. Il y a certes, comme le soulignait Ernest Renan, une notion d'héritage à accepter pour les générations qui suivent, celles ayant entrepris l'élaboration d'un premier pacte. Toutefois, cet héritage intervient par la force des choses, après l'acte de fondation de la nation. En ce sens, on ne commence pas à faire nation à compter du moment où on en reçoit le legs, mais bien quand on forme une entente avec d'autres pour préparer un avenir commun. Imaginez nos ancêtres lointains, qui dans des temps immémoriaux se sont rencontrés pour la première fois et ont eu l'idée de coopérer pour constituer un peuple. Ceux-là ont dû se dire qu'à plusieurs, et bien que fondamentalement différents, ils maximiseraient leurs chances de survie s'ils s'aidaient mutuellement. C'est selon toute vraisemblance de cette manière qu'ils créèrent les germes des nations que nous connaissons aujourd'hui. Et ils le firent pour répondre à la plus sage des nécessités,
celle d'assurer la conservation du plus grand nombre d'associés. Bien entendu, rien n'interdit encore aujourd'hui à qui que ce soit de former une union similaire si les circonstances de la vie les amènent à cette nécessité. Car la transmission d'un pacte vertueux entre plusieurs générations ne signifie pas que tous les bienfaits initialement escomptés seront préservés. Comme nous l'avons évoqué précédemment, tous les contrats sociaux se dégradent, entraînant dans cette mécanique inévitable la détérioration de la nation elle-même. C'est pourquoi il est nécessaire, de façon périodique, de confectionner de nouvelles ententes ayant pour finalité la conservation et l'épanouissement du plus grand nombre. Qui serait assez fou pour estimer avoir à contrecarrer de tels élans sans s'exposer à se détourner des sentiers moraux les plus fondamentaux? Si les nations furent jadis le moyen indispensable pour des groupes d'hommes d'assurer leur sauvegarde, il semble que ce principe se soit fait progressivement siphonner et remplacé par des idéologies qui servent désormais des despotes. Notons qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'appartenir à la nation pour s'acheter le pain, le lait, le beurre, ou encore même des vêtements ou un logement. La seule condition pour jouir de tout ceci est de disposer de suffisamment de monnaie. Celle-ci s'est substituée à la nation dans son principe directeur: garantir le bien pour tous ses membres. Ainsi, si les nations actuelles n'adressent plus leur finalité initiale, nous sommes en droit de nous demander à quoi elles peuvent bien être utiles, si ce n'est à exalter des identités qui se révèlent parfois contraires à la morale. Cheminant dans nos réflexions, nous ne pourrions pas parvenir à la conviction que la monnaie en est un bon succédané, car celle-ci, du fait de son expansion totalitaire, ne pourvoit pas aux besoins de tous les hommes. Il semble préférable de renouer avec le principe originel qui a probablement été le ferment des nations telles que nous les connaissons, celui d'organiser la conservation de tous les individus. Notons au passage que, quitte à tout rebâtir, mieux vaut nous atteler à construire des pratiques de satisfaction des besoins essentiels qui favorisent le partage, le désintéressement et la compassion, en un mot, le don, plutôt que celles qui, par le jeu néfaste de l'argent, encouragent l'avarice, l'exploitation, la subordination et la méfiance. Si l'on devait retenir une seule chose de cet épisode, ce serait peut-être celle-ci. La nation n'est ni un absolu, ni une évidence, ni une fin en soi. Elle est une construction humaine, un outil politique, un moyen, parmi d'autres, historiquement mobilisé pour organiser la coopération, la protection et la survie d'un groupe.
Le problème n'apparaît pas lorsque des hommes décident de faire nation. Il surgit lorsque cette décision cesse d'être consciente, libre, questionnable, et qu'elle se transforme en objet de culte irrationnel. Dès lors que la nation est sacralisée, elle n'est plus évaluée à l'aune du bien qu'elle produit. Elle n'est plus interrogée sur sa capacité à préserver et à épanouir les êtres humains qui la composent. Elle devient intouchable, même lorsqu'elle fait souffrir. Or, si la nation est un moyen, elle doit pouvoir être jugée, amendée, dépassée. Et si elle cesse d'œuvrer au service de la vie, alors elle perd toute légitimité morale à être vénérée. Désacraliser la nation, ce n'est donc pas la nier, ce n'est pas la haïr, c'est au contraire la ramener à sa juste place, celle d'un instrument au service d'une fin bien plus haute que lui-même. J'ai maintenant une question pour toi. Puisque ta nation n'est finalement pas une entité sacrée, sur quels critères jugerais-tu qu'elle mérite encore ta loyauté ? Dans le prochain épisode de cette mini-série, nous continuerons à parler de la nation, mais en changeant de perspective. Nous ne nous demanderons plus ce qu'elle est, mais comment elle naît, pourquoi elle apparaît et dans quelles conditions certaines nations émergent tandis que d'autres s'effondrent. Car comprendre la nation, ce n'est pas seulement en disséquer l'essence, c'est aussi observer les forces, les tensions et les ruptures qui président à sa naissance ou à sa disparition. Et si tu n'as pas envie d'attendre le prochain épisode pour t'émanciper politiquement, le livre Ecclésia, un paradigme nouveau de Gaëtan Quin est disponible sur librinova.com.